Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Retrouvez pour Startup, le rendez-vous traditionnel des entrepreneurs et des entrepreneuses du web, tous les mercredis en direct et en partenariat sur Madines. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir le YouTube des notices et des modes d'emploi avec la startup People Brain qui viendra en fin d'émission. Mais avant, on va s'intéresser à un thème qui concerne la grande majorité des entrepreneurs qui se lancent, ce qu'on appelle le bootstrap de sa startup. Bonne émission à vous. Quand on crée sa boîte, la question récurrente que l'on se pose la première année est généralement comment survivre. Alors deux solutions, soit on lève des fonds, il faut encore réussir à le faire et en être capable, soit le système D, on bootstrap. On va voir justement dans cette émission qu'est-ce que cela veut dire concrètement, comment on fait pour bootstrapper, avec deux experts en la matière sur le plateau, Willy Brown, le délégué général de France Digital. Bonjour Willy. Bonjour Kevin. Alors un petit mot peut-être sur France Digital, c'est une association d'entrepreneurs et d'investisseurs du web qui se veut un porte-voix et en fait un lobby des startups auprès du pouvoir public. C'est ça si on peut résumer? Exactement, c'est une alliance investisseurs-entrepreneurs. Notre but, c'est de faire émerger plus de champions du numérique français d'envergure mondiale. En gros, on a deux activités. C'est d'une partie faire porter la voix des startups sur le côté lobbying et de l'autre côté fédérer l'écosystème, faire des événements et un petit peu de promo. France Digital Day le 11 juin, c'est ça? Avec exactement. Des gros noms de avec des l'entrepreneuriat super qui vont venir. speakers, avec Georges Plassat de Carrefour, avec Richard Bronson à confirmer, avec Nicolas Dufourcq d'ABPI, avec plein de beaux speakers, plus de 1000 participants. Ce sera tout en anglais, une édition européenne. Venez, ça vaut vraiment le coup. Voilà. francedigital.org/d. Un petit peu de pub. À vos côtés, Guillaume Petier, le cofondateur de Wisambly. Bonjour Guillaume. Salut. Alors, Wisambly, une startup créée en 2010. Alors, à l'époque, vous appeliez Balloon pour ceux qui s'en rappellent. Et vous avez levé en début d'année 1,5 million d'euros auprès d'Alven Capital. Après, donc 4 ans de bootstrap. Et en un mot, Wisambly, c'est une solution B2B qui permet de rendre des réunions interactives. C'est ça. Est-ce que vous pouvez en dire plus? En gros, on va voir d'ailleurs une copie d'écran de votre site. Vous avez même pris une copie d'écran de notre site? site? On va la voir justement. Et comment est-ce que vous rendez justement interactive ces réunions? On a une solution web et mobile qui permet de préparer, d'analyser, d'animer une réunion principalement en entreprise. On est persuadé que se réunir est quelque chose d'important. C'est ce qu'on fait là maintenant pour échanger sur des sujets, sauf qu'on le fait très souvent mal et on met des technologies web et SaaS dans ces réunions. D'accord. Alors je rappelle que cette émission est en direct et que je vous encourage vivement donc à poser toutes vos questions à nos invités du jour. Et pour commencer, on va parler beaucoup d'un mot, le bootstrap, qui peut-être ne parle pas beaucoup au plus grand nombre. Il y a ma grand-mère en plus qui regarde cette émission, donc bonjour mamie. Bonjour, mamie. Expliquez à ma grand-mère qu'est-ce que ça veut dire que le bootstrap. C'est ce moment où je dis vas-y, je te laisse expliquer simplement. Une définition très succincte. Le bootstrap, c'est en gros développer sa startup en fonds propres, donc sans avoir à lever des capitaux extérieurs à ce qu'on gagne. Guillaume, vous, c'est votre cas. Justement, la question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de bootstrap? Est-ce que vous avez choisi tout d'abord de le faire? C'était pas un choix. On était obligé de bootstrapper. Ouais. Étant donné que mes deux cofondateurs et moi, on a monté le projet en étant toujours étudiants. Qu'on a eu nos deux premiers clients alors qu'on était encore sur les bancs d'école et qu'on s'est retrouvé catapulté à la fin de notre école sans aide publique, sans RSA, mais avec deux bons clients qu'on tenait fermement et on s'est dit qu'on allait justement bootstrapper à partir de là. C'était pas un choix, c'était une nécessité. Justement comment pendant 4 ans, on réussit à bootstrapper, c'est l'idée. Alors l'idée de cette émission, justement, c'est de voir concrètement comment on fait et vous donner un peu tous les tips aux entrepreneurs qui veulent se lancer. Je vous propose déjà de jeter un œil à la formule magique qui se trouve dans la très belle présentation de Willy d'ailleurs sur le sujet. Merci. Je vous la recommande chaudement. La formule, on va la voir qui va s'afficher à l'écran. C'est la durée de vie d'une startup qui est égale, si on voit T'as mis du temps là à répondre le revenu, l'épargne, moins le personal cash burn, c'est-à-dire les dépenses qu'il faut pour vivre au quotidien, et le venture cash burn qui est ce que vous coûte l'entreprise au quotidien. Ça, c'est la formule magique du bootstrap pour vous? Exactement. En fait, on s'est dit comment on peut structurer très facilement son approche pour se dire combien de temps est-ce que je peux créer ma boîte? Et si je crée ma boîte, comment calculer combien il me faudra en amont?
En fait, on s'est dit que souvent, il y avait pas mal de choses qui étaient oubliées ou pas mal de ressources à aller chercher. L'idée, c'était un peu de rassembler tout en se disant, bah, tiens, on a une formule très simple pour essayer de faire un Excel et se dire, bah, tiens, combien de temps je peux. Donc au final, le bootstrap, clairement, quand on voit la formule, c'est voilà, on sait que la startup elle a vocation à péricliter un jour ou l'autre. L'idée, c'est de la faire survivre le plus longtemps possible au début. Du moins, c'est un peu ça l'idée, et de trouver le business model le plus rapidement possible. Exactement. En fait, une startup, c'est caractérisé par, à terme, un coût marginal qui est très très faible. Ouais. Donc les coûts importants sont au début et ils peuvent scaler, donc passer à l'échelle facilement. Donc le but, c'est de pouvoir développer le plus possible de la valeur au début avant d'atteindre les clients, donc développer les technologies et la base client. Alors, si on y va point par point, là, on va vraiment rentrer dans le kit de l'entrepreneur. Quels sont les exemples que vous voyez au début pour réduire les frais de personnel au début? Alors ça, on parle du personnel cash burn dans la formule. Comment est-ce que vous avez fait, vous, clairement, pour diminuer vos dépenses perso? Parce que pendant 4 ans, il a fallu vivre de manière frugale. Un truc qui a été très important pour nous, c'est l'association des fondateurs. On était 3, ce qui déjà fait un certain nombre, et on était tous les 3 complémentaires. Ce qui a fait qu'on disposait in-house déjà d'une ressource commerciale, d'une ressource market et d'une ressource techno. D'accord. C'est très important de ne pas avoir que des fondateurs tous business ou tous techno, parce que derrière, effectivement, Donc pas de prestataires et de donc on a eu besoin de personnes, on n'a pas eu besoin de personnes extérieures pendant les 4-5 premiers mois. Donc ça, c'était notre premier unfair advantage. On ne se versait pas non plus de salaire. Donc là, après, oui, pour revenir là-dessus, les aides de la grand-mère et compagnie, je ne sais pas si ta mamie te donne encore des petits billets. Mais voilà, pas de salaire pour les 3 fondateurs, et on a réussi à quand même monter pas mal des briques initiales à 3 là-dessus. D'accord. Willy, vous, de ce que vous avez vu sur l'écosystème, comment est-ce que les entrepreneurs font généralement pour survivre de manière personnelle, en tout cas pour avoir leurs moyens de subsistance tous les mois et quand on crée leur start-up? En fait, il y a pas mal de points. C'est soit monétiser ses compétences, soit finalement se dire quels sont les biens que j'ai, que je peux louer. On va dire, je peux louer en fait mon appartement sur Airbnb un soir, je peux donner des cours personnels, je peux essayer d'intervenir dans des cours. En fait, toute la problématique, c'est comment ne pas trop se défocaliser de ce qu'on fait et tout en pouvant survivre. Donc, faire des cours, c'est en fait être freelance, toucher des revenus autres que ceux qui viendraient de la start-up au début, c'est ça? Exactement. Par exemple, pour donner un exemple concret et parler d'une start-up, typiquement, le problème des cours, souvent, c'est qu'en fait, on a pas mal de déplacements et en fait, le cours est long. Donc, c'est pour ça, beaucoup optent pour Hello Mentor, qui est une plateforme pour donner des cours finalement à distance. Et ça permet justement de pouvoir enchaîner, de programmer des cours et de maximiser ça. On parlait aussi de Airbnb, l'économie collaborative permet aussi aux entrepreneurs de survivre durant la première année de leur start-up du moins. Airbnb a publié une étude qui disait en France, il y avait 2000 entrepreneurs en France sur la plateforme qui louaient leur logement et 73% utilisaient ces revenus pour financer leur projet. Vous, c'est ce que vous avez fait, non? Est-ce que vous avez… Nous, on est parti de… Enfin, c'était peut-être un luxe des clients qu'on avait déjà eu. On avait la chance d'être une startup B2B et d'avoir du coup in-house développé un MVP. Donc le bootstrapping, effectivement, MVP c'est le minimal viable product. C'est-à-dire la première sorte de prototype, on va dire. Un prototype ou alors la première fonction, la plus simple, la plus épurée, mais totalement fonctionnelle de votre startup. Du coup, le bootstrapping, c'est effectivement… pas mal de formules, de dépenses, d'argent, mais c'est aussi un état d'esprit au niveau du quotidien dans sa boîte. C'est-à-dire ne pas se lancer dans des projets pharaoniques qui durent 6 mois. Il faut shipper tous les 2 mois. Notre prototype, notre MVP est sorti au bout de 2 mois. On a pris 2 mois d'été, en septembre, on vendait une première brique parmi les 50 qu'on a désormais. Et on s'est vraiment focalisé là-dessus. Et justement, la question c'est comment est-ce que vous avez fait pour vivre pendant 4 ans? C'est avec justement, en vendant des petites fonctionnalités petit à petit et en grossissant comme ça? Je pense qu'on est astuce, il ne part pas en vacances et il travaille l'été. Ah oui, on travaille l'été ou on ne part pas en vacances. Oui, non, effectivement, on a commencé à tout de suite capitaliser sur la première fonctionnalité, à la vendre. Et en la vendant, à apprendre des clients et du marché. Et ceci a permis de créer une deuxième fonctionnalité, une troisième fonctionnalité, qu'au final on co-crée avec les clients en fonction du marché et des choses qu'on n'aurait pas du tout éventuellement anticipées. Et en faisant de cette façon-là, ça nous a permis d'être vraiment time to market, d'être au bon moment, au bon endroit et de répondre aux attentes de nos clients. Donc on a vraiment favorisé l'argent de nos clients en premier. Il y a une question aussi pour couvrir les dépenses dont on n'arrête pas de parler depuis le début de cette émission. Il y a aussi beaucoup d'aides en France, vous les mentionnez dans la présentation, tout ce qui est chômage, tout ce qui est RSA même. Ça, c'est des choses dans les interviews que vous avez faites d'entrepreneurs qui sont assez courants quand on lance sa boîte? Ouais, on dit assez souvent finalement le premier financeur des entrepreneurs, c'est le Pôle emploi. Plus on en rencontre, plus on se rend compte que c'est vraiment le cas.
Et après, ouais, il y a pas mal d'aides. Après, c'est un peu comme pour les cours, c'est un peu toujours, c'est entre les revenus qu'on a et le temps que ça prend d'avoir ces aides. Alors justement, dans la présentation, il y a l'exemple, l'étude de cas de Guillaume. Alors on voit pratiquement par mois, vous dépensiez personnellement 850 €. La boîte, ça vous coûtait environ 1000 € par mois. Ouais. La famille aussi vous aidait, non? Comment est-ce que ça marche pour j'imagine la copine ou le copain? Effectivement, déjà, quand on vit à deux, ça réduit le coût du 20 mètres carrés à Paris. Et les parents qui sponsorisent un petit peu. Ouais. J'ai pas fait des études trop coûteuses, derrière ils pouvaient aider un petit peu. On a eu la chance que mes associés soient dans la même situation. Ouais. Et c'est très important aussi, je pense, fixer une deadline de 10 mois. D'accord. En disant, voilà, effectivement, on a 10 mois pour prouver qu'on arrive à générer le cash nécessaire pour faire vivre nous et des stagiaires et ou premiers employés et de commencer à scaler. Donc cette deadline-là était assez importante. D'accord, ok. Et le rôle du conjoint dans cette affaire-là, comment est-ce qu'on fait pourquoi je dis ça, c'est aussi parce que généralement, quand on avance dans la vie, il y a souvent des amis qui sont dans des grosses boîtes et qui ont des gros salaires, etc. Et voilà, il y a peut-être un peu de jalousie d'ailleurs. Comment est-ce que ça se passe pour vous quand on crée sa boîte et que forcément on n'a pas de revenus au début pendant les premières années? Le rôle du conjoint, c'est surtout d'être à l'écoute, de comprendre qu'on ne vient pas se coucher le soir à la même heure et qu'on se couche le matin des fois quand elle se lève. Qu'effectivement les vacances c'est assez spartiate, les week-ends pareil c'est assez écourté. Donc beaucoup de compréhension, un support, pas mal de support parce qu'il y a pas mal de hauts et de bas. C'est une part importante dans le bootstrapping, la famille et les proches. Si on parle du venture cash burn, Willy, pour le coup, les dépenses liées à la société en l'occurrence, quels conseils est-ce que vous donneriez ou est-ce que vous avez vu en tout cas chez des start-upers qui ont réussi justement à financer leur start-up par le système D, comme on dit, le bootstrap? Sur les coûts, finalement, c'est beaucoup l'hébergement qui va coûter cher. Ouais. Donc c'est comment faire en sorte soit d'être abrité temporairement dans un incubateur ou avec une autre startup qui finalement comprend et vous donne des places pas chères. Ou sinon c'est commencer à travailler chez soi, je crois que c'est ce que vous avez retenu. On a travaillé 4 mois chez nous, on faisait 1 mois chez les uns chez les autres pour éviter de pourrir trop l'appartement du même. Et effectivement, à partir du moment où on a dû prendre les premiers stagiaires ou employés, là il a fallu trouver des locaux. Et du coup, la sous-location, ça a été la solution qu'on a choisie. On a sous-loué une start-up qui avait une pièce où on a pu entasser 8 bureaux et qui donnait accès à des ressources, notamment le café. Donc la sous-location marche bien au début, mais s'il y a possibilité, parce qu'il n'y a pas de rendez-vous frontaux avec les clients ou de premiers employés, travailler chez soi, ça marche bien aussi. Un canapé, c'est super. La question des subventions aussi. Alors là, il y a la question rentabilité-risque et surtout temps passé par rapport aux gains potentiels. Quel est votre regard par rapport à ça? Il y a beaucoup de subventions en France, mais c'est vrai que pour les obtenir, des fois, c'est la croix et la bannière parfois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous de... Moi, subvention, on a juste eu JEI, c'est hier, qui permet de payer moins de taxes et avoir des réductions fiscales intéressantes les premières années. C'est un nice to have à partir du moment où le business marche et qu'on arrive à dégager quand même du bénéfice. Et pour le coup, on n'a pas beaucoup bootstrappé, on s'est fait aider par un cabinet parce qu'effectivement c'est très chronophage. Je vois des quantités de personnes qui ne savent pas forcément, c'est tout bête, il faut répondre à un moule, il faut présenter le dossier d'une certaine manière. Nous, on a préféré passer par des gens qui savaient excessivement bien le faire et qui nous ont libéré au moins 2 journées de labeur là-dessus. Et juste là-dessus, je pense qu'à part effectivement les subventions BPI qui sont vraiment intéressantes, le reste, il faut se dire, on n'y va que si on a un autre objectif qui est de trouver un mentor, qui est de trouver ensuite l'hébergement, etc. Je pense que faut être assez avare de son temps. La question, si on prend un peu de hauteur maintenant, là on a vu les détails pratiques, comment bootstrapper concrètement. À quoi ça sert de bootstrapper? Qu'est-ce que ça apprend en termes d'entrepreneuriat et de découverte de son produit, de son marché? Bootstrapper, ça permet d'être très agile en fait. Ça permet d'être très agile et de se remettre constamment en question. Quand on sort une feature et qu'on la sort rapidement en 2 semaines ou 1 mois, déjà si on la sort cette feature, je ne sais plus qui disait que si vous sortez une feature et que vous êtes trop satisfait de celle-ci, c'est que vous l'avez lâchée trop tard. Donc il faut la sortir et être toujours frustré. Alors ceci dit, il faut quand même faire des choses fonctionnelles qui répondent à un besoin qui marche très bien. Mais il faut toujours être frustré, avoir faim. Bootstrapper, c'est être constamment affamé. Et ça permet du coup de très facilement pivoter et adapter soit son produit, soit son business, soit son marché. Et c'est ce que nous, on a fait 2-3 fois en 4 ans.
L'inconvénient, c'est la vélocité, c'est-à-dire que tout prend plus de temps forcément que si on avait les ressources, on peut mettre, payer pour un prestataire ou quelque chose. Non, c'est Exactement. un peu ça la question. Oui. Moi, j'attends rien. Non, mais là-dessus, c'est vrai que plus on a de ressources, plus c'est facile de déléguer, aller vite et segmenter. Mais après, c'est toujours un peu manuel. Je pense que le gros avantage du bootstrapping, finalement, c'est que c'est assez sain. Et en fait, il y a le rôle des deadlines qui sont permanentes et qui vous poussent à aller très vite tout le temps. Est-ce que le bootstrap convient à tout le monde? Est-ce que tout type d'entrepreneur peut bootstrapper ou qu'il faut vraiment mettre un peu des fois son ego de côté et être un peu plus humble des fois? Je pense que ça dépend du secteur. Quand même, dans le web, bootstrapper, c'est excessivement facile. Ouais. Tout est disponible. Après, je vois des startups qui travaillent dans le milieu du médical, de la santé, où il faut des grosses certifications, des gros cryptages, où là, on est obligé d'avoir des fonds propres, ou alors tout business qui aurait du hardware, où il faut avoir du matériel. Et sur du web, du B2C, du B2B, du SaaS web, il faut un ordinateur, quelques lignes de code et on est parti. Alors on oppose souvent bootstrapping et fundraising, pardon pour les amateurs de langue française, le bootstrap et la levée de fonds. En réalité, c'est tout à fait compatible et souvent la première étape c'est le bootstrap avant la levée de fonds. Enfin, c'est ça qu'on peut un peu retenir aussi de votre présentation. Exactement. Moi, ce que j'avais vraiment voulu montrer que des énormes startups avaient commencé par bootstrapper, Dell, GitHub. Rovio. Et il y a d'énormes startups américaines hyper connues qui ont bootstrappé, mais finalement en fait beaucoup se disent tiens, est-ce que je vais pas finir par fundraiser? GitHub a fini par fundraiser énormément. Wisely, cette belle startup française, a fini par fundraiser. Donc c'est pas du tout incompatible. Au contraire, en fait, on se focalise trop sur est-ce que je dois lever, comment je dois lever, et donc on avait fait une présentation là-dessus pour comprendre comment lever, quelles sont les contraintes financières. La question aussi, c'est si je commence par bootstrap, comment je fais? Justement, pourquoi avoir levé des fonds, vous, dans notre cas? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué sur cette... C'était plus possible pour accélérer, tout simplement. Pour changer d'échelle? Pour accélérer, pour recruter plus vite, Parce que c'était plus possible de se développer en bootstrapant comme ça? Si, on peut toujours se développer en bootstrapant, mais à partir du moment où on se dit, on a les bases commerciales, on a les bases techno pour embaucher 3 fois plus, partir à l'étranger et pas faire que la France. Et c'est trop long. Donc lever pour nous, c'est faire en un an ce qu'on aurait fait en bootstrapant et sur fonds propres qu'on aurait fait en 2-3 ans. C'est gagner du temps. Et est-ce que c'est plus facile de lever des fonds justement après avoir cette phase de 4 ans de bootstrap? Oui et non. Il y a des avantages qui montrent que la boîte fonctionne bien, que c'est sain et qu'on arrive à construire quelque chose, qu'on arrive à vendre quelque chose. On arrive à ne pas présenter sur du vent. Ça, c'est un gros asset de présenter quelque chose qui a des clients, qui a de l'attraction. C'est super bien. Nous, on a été assez surpris, mais pas mal de fonds qu'on est allé voir étaient assez sceptiques. Est-ce qu'on est capable de dépenser de l'argent? Est-ce que justement on n'est pas trop bootstrap? Est-ce qu'on saurait gérer un afflux d'argent pour vraiment mettre le paquet et pas continuer en fait, malgré la levée, à continuer de façon bootstrap? Vous voulez votre avis là-dessus, justement, sur ce côté, le regard des fonds sur cette manière d'entreprendre au début? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que justement ça peut faire un peu peur des fois? Je pense que de toute façon, c'est quasi nécessaire de commencer par bootstrapper. Il n'y a quasiment qu'une startup qui arrive à lever tout de suite, sauf un multi-entrepreneur sur du hardware, sur des secteurs précis. Le cas après. Et je pense que le gros avantage pour l'investisseur, c'est que pour lui, il n'y a plus trop de risques d'exécution, sinon justement de se dire il va continuer à exécuter sur des modèles un peu linéaires. Donc il faut être sûr qu'il veuille accélérer, il veut le brûler, se mettre en danger, alors qu'il a déjà une belle boîte qui pourra continuer une croissance linéaire. Donc c'est un peu, pour moi, c'est le seul danger, mais ça enlève le plus gros truc pour un VC qui est le risque d'exécution. Après, c'est taille de marché, des rapidités d'exécution, des time to market. Justement, comment ça se passe? C'est tout récent, la levée de fonds, elle date de janvier dernier. Qu'est-ce que ça fait d'avoir de l'argent, 1,5 million quand même, c'est beaucoup? On bootstrap plus vite. En fait, on continue à bootstrapper, on continue à shipper des petites fonctionnalités, co-créer avec le client, on continue de les itérer avec eux. Donc on n'a pas changé le fonctionnement du produit, juste on est beaucoup plus rapide sur les recrutements. On a pu déménager pour avoir un confort de travail qui se ressent sur le moral de l'équipe, sur la qualité, des développements, des ventes, de plein de choses. Mais on n'a pas perdu l'état d'esprit bootstrap et la fin bootstrap. On continue à tester des choses avec peu de moyens. Typiquement, on commence à regarder l'international. On pourrait mettre tant d'argent sur la table, ouvrir 4 bureaux. Maintenant, on peut le faire avec des allers-retours, commencer à le faire petit à petit en testant. Et dernière question, si c'était à refaire, est-ce qu'on parle plutôt des choses, des choses que vous avez apprises, des échecs ou des micro-échecs? Est-ce que vous referiez tout pareil ou est-ce qu'il y a des choses au contraire, vous dites là, j'ai fait une erreur, je ne la referai pas 2 fois celle-là? Moi, je referais pareil. Ouais. Je referais tout pareil.
Ça marche. Merci les beaucoup. pattes Oui. Leader Price, les pattes Barilla ensuite. Oui, bah oui. Tout pareil. Ouais, tout pareil. Je prendrais peut-être un peu plus de vacances. C'est ça. Merci beaucoup Guillaume, merci Willy. Merci, On passe Cyril. maintenant à la rubrique Money Time de cette émission. C'est la startup People Brain qui va se présenter aujourd'hui. Money Time, c'est un coup de projecteur sur une jeune start-up et aujourd'hui nous recevons Sébastien de People Brain. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors expliquez-nous ce que c'est People Brain. Je l'ai présenté tout à l'heure comme le YouTube des notices et des modes d'emploi. Est-ce que c'est correct cette présentation? Alors c'est presque correct. Ouais. En fait, on présente People Brain de cette façon. C'est une application web et mobile qui permet de créer et partager des guides. Et dans les guides, en fait, on entend les tutoriaux, les notices, les modes d'emploi et les manuels. D'accord. Donc en fait, l'objectif de People Brain, c'est de donner accès en fait à un outil qui va permettre de pouvoir créer un contenu sous forme de guide. Un guide, en fait, c'est une succession de pages. Et par page, il y a une image et une annotation textuelle de 400 caractères maximum. D'accord. Et donc la corrélation de toutes ces pages forme un guide. Donc l'objectif, c'est Comment ça vraiment... marche concrètement? Alors on va voir peut-être un exemple. On a pris une capture d'écran de votre site. Je peux créer un guide. Tout le monde peut créer son guide en fait, c'est ça? Alors en fait, c'est ouvert à tout le monde, c'est aussi bien ouvert aux particuliers qu'aux marques. Pour la petite histoire, au début, on a voulu sortir une application très rapidement qui permette de normaliser les tutoriaux, tout D'accord, simplement. ok, ouais. Et par la Standardiser suite, tout ça. exactement. Et en fait, par la suite, on s'est aperçu qu'on pouvait répondre au marché de la digitalisation de tout ce qui était notice, mode d'emploi et manuel. D'accord. Et aujourd'hui, on voit des marques qui commencent sérieusement à s'intéresser à People Brain pour créer ce type de contenu et donc par la suite le rendre partageable aussi bien sur le web, le mobile ou les tablettes. Quelle différence entre les outils de présentation en ligne qui existent déjà comme SlideShare ou YouTube aussi peut faire ça? Alors en fait, c'est très simple. SlideShare, c'est une application qui permet d'importer, de normaliser et de partager une présentation déjà existante. D'accord. Un PDF, un PowerPoint, ainsi de suite. Vous pouvez l'éditer, c'est ça? Voilà. La créer. People Brain, en fait, il y a l'application, il y a l'éditeur en fait en ligne ou sur les applications mobiles pour créer le contenu très facilement et que Madame Michu ou quelqu'un qui n'a pas de connaissances particulières puisse très rapidement en fait créer ce type de contenu et par la suite il est normalisé et il est rendu partageable de la même façon en fait qu'une vidéo YouTube. On peut après en fait l'intégrer dans un site web, un blog et un forum. Le business model de People Brain? Alors aujourd'hui en fait on a une offre en fait en B2C mais qui est gratuite, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'utiliser, voilà, même les marques en fait. Et après on a un modèle qui va arriver qui est en B2B où là on va mettre en place un mode premium avec on va dire un accès via un abonnement en mode licence qui va permettre au fur et à mesure des différents modèles premium de pouvoir en fait déverrouiller un certain nombre de fonctionnalités apportant des valeurs ajoutées bien précises. Ok. Guillaume, Willy, est-ce que vous avez des remarques, des suggestions, un avis sur People Brain? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette start-up, jeune start-up? Non, jamais. Une question au niveau des interfaces mobiles, vous êtes sur le web, l'iPhone, iOS, vous êtes sur quoi comme type de device? En fait aujourd'hui c'est iOS et c'est Android. Alors d'un côté, en fait, pour les applications mobiles et tablettes, c'est du développement natif. D'accord. Voilà. Et là, en fait, on est en train de mettre en place la version responsive du web pour aussi accéder à travers donc les mobiles et les tablettes, mais via les browsers web, directement en fait au service People Brain et aussi de créer du contenu directement, donc des guides. Vous êtes un multi-entrepreneur, hein. Vous avez créé nombreuses entreprises avant, 4 ou 5, c'est ça? Oui, alors en fait, je suis peut-être un peu plus vieux que mes collègues, mais j'ai appris beaucoup de choses tout à l'heure. Oui, j'ai commencé en fait il y a 11 ans. J'ai travaillé avant dans le jeu vidéo, en fait, dans le développement de jeux vidéo, et j'ai eu la chance, parce que c'est aussi la chance, une opportunité de pouvoir créer une entreprise, comme tu pouvais l'expliquer tout à l'heure. En fait, voilà, c'est un grand moment, en fait, une grande aventure, et j'ai eu donc la chance, l'opportunité, parce que justement ma boîte avait fermé précédemment, et donc j'ai été au chômage. Donc j'en ai profité, voilà, il y a 11 ans en fait, en 2003 pour lancer ma première boîte. Et là on n'était pas du tout dans le même domaine, on était éditeur logiciel dans la simulation 3D temps réel. Donc voilà. Et du coup ça vous a aidé parce que vous n'avez pas bootstrappé, pour reprendre le thème de cette émission, vous avez levé des fonds, 300 000 € je crois en amorçage. Oui, tout à fait. Racontez-nous déjà pourquoi et surtout les expériences précédentes vous ont aidé j'imagine à lever ces fonds. Quand on me pose ce genre de questions, sans aucune prétention actuellement, c'est je ne sais pas encore aujourd'hui donner des conseils sur comment réussir, mais en tout cas, je peux donner des conseils sur
les choses à éviter de faire. Ouais. Et donc je m'en suis Ça nous servi. intéresse. Voilà, Dites-nous. donc j'ai appris beaucoup de choses en fait sur la création de start-up, hein, sur son développement et aussi sur la vente. Voilà. Ça m'a permis, c'est vrai, de comprendre une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui dans le monde des startups, celui qui va gagner, c'est pas le plus gros, c'est le plus rapide. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le plus rapide aujourd'hui, c'est une question d'argent tout simplement. Et nous, on voulait en fait être très rapidement sur le marché et on voulait avoir le maximum de visibilité le plus vite possible. Et c'est vrai que le bootstrap, c'est très bien parce qu'on apprend énormément de choses sur son marché, sur son produit, puis des fois on n'a pas le choix. Enfin, voilà, mais c'est une très bonne école, ce que j'ai fait au tout début. Et là, en fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir le cofondateur Emmanuel Toulis, qui est un industriel qui a eu l'idée de départ, mais qui n'est pas du tout dans le développement en fait informatique, là où moi j'interviens et qui, on va dire, m'a permis en fait de financer le début du projet. Voilà. Et c'est vrai que moi à côté j'ai une autre société où je fais du conseil et du développement et donc j'ai pu vivre pendant 1 an sur mon autre société, en fait sur ma trésor, pour pouvoir en fait développer donc le prototype et la V1 de PeopleBrain. Et donc par la suite, arriver auprès de... Donc là, c'est des privés en fait, c'est Business Angel de notre réseau, et lever très rapidement en fait, en même pas 3 mois, c'est 300 000 euros. Donc, ça fait 1 mois de bootstrapping, 1 an de bootstrapping là-dessus. Voilà, sauf que la différence, c'est que c'est vrai que à ce moment-là, j'avais la chance d'avoir le cofondateur, mon associé historique, qui pouvait financer une grosse partie du projet, et moi en fait, qui pouvais vivre sur ma trésorerie de mon autre société. Donc c'était un investissement qui est différent du vôtre, mais qui au final est à peu près le même, quoi. Dernière question pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous recherchez à lever des fonds? Est-ce que vous cherchez à recruter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, en fait, non, nous on cherche à acquérir de la visibilité parce qu'on peut avoir le meilleur produit du monde, si personne ne le connaît, personne n'utilisera. Donc en fait, voilà, on est à la recherche de prospects, de partenaires, on est très ouvert, on échange. C'est quoi la démarche là? Vous êtes dans quelle stratégie de communication? Les médias, je sais pas, le partenariat? Aujourd'hui, en fait, moi, je suis en plein démarchage en fait, pleine prospection B2B en fait, voilà. Et je considère en fait que PeopleBrain sera connu du public en passant en fait par les marques. C'est-à-dire que quand une marque va utiliser le service et va le mettre donc en avant, il va communiquer pour moi. Donc voilà, je suis ouvert à toute proposition indécente, de partenariat, d'échange, de discussion. De toute façon, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Et puis je pense que le monde des startups, c'est avant tout en fait un état d'esprit et que voilà, c'est important en fait, l'esprit. Vous êtes sur Lille pour bien. Oui, tout à fait. On est basé sur Lille, dans un pôle qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Euratechnologie. Voilà, donc les places sont chères, pas financièrement, mais en termes de sélection. Et on a eu la chance d'y être depuis le mois de janvier. D'accord, donc si on veut vous trouver à Euratechnologie à Lille. Merci Sébastien, bonne chance pour PeopleBrain. Merci Guillaume, merci Willy. À la prochaine. Cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, Madines, les sites de l'APCE et celui de latribune.fr. Je vous donne aussi rendez-vous, je vous invite à aller sur les SlideShare de Willy sur France Digital pour retrouver plus d'informations encore sur le bootstrap et sur le fundraising. La semaine prochaine, on se retrouve toujours pour Startup en direct. Et avec vous, à mercredi prochain.